Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue dans ce live. Est-ce que je peux avoir confirmation de votre part que suite à ces petits problèmes techniques, et je m'en excuse, vous me recevez correctement? Bon, je dois vous faire une confidence, j'ai le Covid, mais comme je suis tout seul dans le studio, je vais quand même pouvoir enlever mon masque, remettre mes lunettes, et je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour ce live. Dernière préparation au CRPE 2022. Est-ce que vous êtes prêts pour les maths? Alors, j'attends vos petits commentaires chez vous pour me dire que tout fonctionne bien au niveau de la vidéo et du son. Alors, un petit commentaire? J'ai l'impression d'être un petit peu tout seul. Un petit commentaire? Un petit commentaire pour me dire que vous me recevez correctement? Objectif CRPE va peut-être me faire un petit commentaire pour me dire que tout va très bien et que vous me recevez correctement. Eh bien écoutez, on va partir là-dessus. Je suis très heureux de vous retrouver. Je m'appelle Louis Well, je suis responsable du pôle mathématiques chez Objectif CRPE maintenant depuis plusieurs années. J'ai préparé de nombreuses promotions chez Objectif CRPE. Et ce soir, eh bien, on va se tester sous forme d'exercice pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes au niveau de votre préparation. Alors évidemment, je n'ai pas choisi les choses les plus faciles et on va travailler ce soir des parties qui, pour les candidats, sont souvent celles qui sont les plus difficiles, si je peux le dire, notamment l'arithmétique, notamment les probabilités, notamment la géométrie dans l'espace. Voilà quelques domaines qu'on va travailler ensemble ce soir. Eh bien, écoutez, sans transition, je pense qu'on va pouvoir commencer à bosser ensemble. Et on va commencer évidemment par le plus difficile, c'est-à-dire l'arithmétique. Et pour ça, je vais vous laisser 6 minutes. Et c'est à vous de jouer. À tout de suite.
Et nous voilà partis pour une correction. Une première question abordable. Ça, c'est très agréable d'avoir toujours une première question qui nous met dans le vif du sujet et qui est abordable. Évidemment, écrire la division euclidienne de 100 par 3, puis de 10 par 3. Alors, j'ai commencé par 10 par 3. Combien y a-t-il 2 fois 3 dans 10? Il y va 3 fois et il reste 1. Merveilleux. Combien va-t-il 2 fois 3 dans 100? Bon, il y va 33 fois, hein, on peut le faire en une fois si ça ne vous dérange pas. Et il reste 1. Ce qui peut s'écrire sous forme d'une égalité que 10 est donc égal à 3 fois 1. Pardon. Oh là là, ça commence très mal. Il faut que je me reconcentre. Hein. Il y va 3 fois et il reste 1. Si je commence à inverser, il y va 33 fois et il reste 1. Donc 3 fois 3 plus 1. Hein, on se concentre, on arrête de faire le guignol. Et donc dans 100, eh bien il va 33 fois 3 et il nous reste 1. Quand on vous demande d'écrire une division euclidienne, n'hésitez pas à tout de suite passer à l'égalité correspondante, hein, évidemment. Deuxième question. Justifier que n est égal à 3 fois 33c plus 3d plus c plus d plus u. Alors, deuxième question, on a dit que n est égal à 100 fois le chiffre des centaines, plus 10 fois le chiffre des dizaines, plus les unités. D'accord? Bon, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire, grâce aux égalités qu'on a écrites là, eh bien on va remplacer ce 10 et ce 100 par les égalités. Hein? Donc, c'est 33 fois 3 plus 1. On n'oublie pas les parenthèses, pardon, plus C, plus 10 fois 3 fois 3, plus 3 fois 3, plus 1. Est-ce que je suis en dehors? Ah, je suis en dehors du tableau. Plus 3 fois 3, plus 1 fois les dizaines, plus les unités. Est-ce que je suis dans le... Ah, je suis à la limite du tableau. Il faudra que je refasse mes marques. Plus les unités. Donc, si on fait un peu de développement, on a quoi? Eh bien, on a 33 fois 3 fois C, quand je développe ici, et une fois C, ici. Pour D, on a 3 fois 3 fois D, quand je développe sur ce terme-là, et une fois D, qui donne D. Plus le U, les unités qu'on n'avait pas touchées, qui est là. Donc, quand je réécris ça pour obtenir l'égalité souhaitée, eh bien, je vais factoriser ce terme-là par 3. Ces deux premiers termes, je vais les factoriser par 3. Ça me fait 3 facteur de
33, en prenant ce 3 qui est ici, et ce 3 qui est ici, 33 facteur de C, plus 3 fois D, plus C, plus D, plus U. Plus C, plus D, plus U, en espérant que je n'ai pas écrit trop bas. Merveilleux. Est-ce que c'est ce qu'on souhaitait? Alors, je reprends calmement. Première étape, on nous demande de faire la division euclidienne de 10 par 3, puis de 100 par 3. Ensuite, on nous demande d'écrire un nombre n qui s'écrit sous la forme de C, son chiffre des centaines, donc 100 fois C. Je peux donner un exemple si vous le souhaitez. Si je prends le nombre 723, eh bien, il peut s'écrire comme 100 fois 7 plus 10 fois 2 plus 3. Hein, c'est la décomposition canonique d'un chiffre. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on se sert évidemment de la question 1 pour écrire les choses. On a dit que 100, c'était 33 fois 3 plus 1. Donc, je viens remplacer 100 par 33 fois 3 plus 1. On a dit que 10, c'était 3 fois 3 plus 1. Donc, je viens remplacer 10 par ce 10 qui est là, par 3 fois 3 plus 1. Ensuite, ce que je fais, c'est une étape de développement. Une étape de développement, tout à fait. Je développe C sur ce premier terme-là, 33 fois 3 fois C, et puis ensuite je développe C fois 1 qui me donne C. Pour D, je le développe sur 3 fois 3, 3 fois 3 fois D, puis D fois 1 qui me donne D. Et enfin, il me reste mon petit U qui est là tout seul comme un grand. Dernière étape, on est en train de faire de l'arithmétique, on est en train de chercher des diviseurs. Eh bien, on va évidemment passer par une factorisation. Qu'est-ce que j'ai en commun? J'ai ce 3 qui est en commun dans chacun des deux premiers termes. Donc, je factorise par 3. Il me reste d'un côté 33 fois C. Et il me reste de l'autre côté 3 fois D. Le C qui est ici, le D qui est ici et le U qui est ici se retrouvent ici, ici et ici. OK? Voilà pour reprendre les choses un peu plus calmement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ça? Eh bien, ça nous dit que si eh bien, ça nous dit quoi? Hop, on va passer à la question suivante. Eh bien, on suppose maintenant que la somme des chiffres est divisible par 3. Si la somme des chiffres est divisible par 3, c'est quoi la somme des chiffres? Eh bien, c'est justement ça. C'est C plus D plus U, la somme des chiffres. C, c'est le chiffre des centaines, D, le chiffre des dizaines, et U, le chiffre des unités. On a donc ici quelque chose qui est un multiple de 3. D'autre part, j'ai ici aussi 3 fois un nombre, 33C plus 3D, un nombre entier. Donc j'ai ici 3 fois un nombre entier, ce qui veut dire que ce nombre-là est un nombre multiple de 3. Donc j'ai à la fois un nombre multiple de 3 dans ce premier terme et dans ce deuxième terme,
étant donné que la somme des chiffres est multiple de 3, aussi un multiple de 3. Qu'est-ce qu'on peut dire de la somme de deux multiples de 3? Eh bien, la somme de deux multiples de 3 est elle-même un multiple de 3. Si vous prenez 9 plus 3, ça fait 12. 9 est un multiple de 3, 3 est un multiple de 3, 12 est un multiple de 3 aussi. On a donc ici, si ces nombres-là, si cette somme, comme on nous le propose, la somme des chiffres de n est un multiple de 3, eh bien on peut donc dire que n est un multiple de 3. Voilà pour cette question. Bon, pour aller un peu plus loin, je vous avais proposé de démontrer la réciproque. Bon, on va pas le faire ce soir, mais pour les plus curieux, peut-être que je pourrais mettre ça dans le chat tout à l'heure, quand alors, je m'arrête sur un commentaire. Je m'arrête sur un commentaire. Oui, si on est divisible par 3, ça veut dire qu'on est un multiple de 3. Hein. C'est effectivement, ça veut dire la même chose. Ça veut dire la même chose. Alors, touc. Pardon, excusez-moi. Un petit interlude pour vous présenter la préparation Objectif CRPE 2023. Et oui, puisque certains d'entre vous préparent déjà cette session-là. Hein. Alors peut-être que vous préparez la session 2022, mais que vous êtes dans un objectif d'entraînement de 2022. Et pourquoi pas, si les choses ne se passent pas aussi bien que vous le souhaiteriez, eh bien, allez préparer 2023. Eh bien, nous vous proposons chez Objectif CRPE de vous inscrire à une préparation anticipée. Et ça peut se faire dès avril 2022. Alors, ça peut se faire, je dis une bêtise, ça peut se faire dès maintenant. Hein. Il y en a d'ailleurs déjà qui sont inscrits. Et ça se fait jusqu'à fin avril 2022, puisque jusqu'à fin avril 2022, vous aurez accès à des remises à niveau en mathématiques, en français, mais aussi à des fondamentaux en didactique. De fin avril à juillet 2022, vous aurez la découverte des plus grands items didactiques de mathématiques et de français sur les programmes, mais aussi l'EPS et les systèmes éducatifs. Et puis dans chacune des épreuves écrites, vous aurez un premier entraînement, un premier concours blanc. Pause estivale, parce qu'on mérite tous de prendre des vacances pendant la période de juillet et d'août. Et à partir de septembre 2022, eh bien, approfondissement dans toutes les matières avec, encore une fois, des concours blancs, 3 concours blancs, donc vous aurez au total 1 plus 3, 4 concours blancs sur cette préparation anticipée. Alors, c'est une préparation qui est 100% à distance, mais qui est proche de vous. Le terme est très bien choisi, avec des cours en live, des entraînements au plus proche de la réalité, évidemment, des formateurs experts au concours. Regardez, j'ai pas l'air d'un expert, moi? Bon, non, je plaisante. Un groupe Facebook qui est réservé aux étudiants pour s'entraîner toute l'année,
pour pouvoir répondre à vos questions, mais aussi pour vous entraider, avec des cours pour vous aider à travailler, avec des cours méthodologiques qui vont vous permettre eh bien, de gagner du temps, de gérer mieux votre stress et puis d'augmenter votre capacité à mémoriser. Et puis l'équipe d'Objectif CRPE qui sera là tout au long de l'année pour répondre à toutes vos questions. Il faut parler de ce qui fâche, l'argent bien sûr, avec une préparation anticipée qui coûte 2650 €, n'ayons pas peur des nombres, mais, enfin je ne vais pas dire mais, et avec un financement externe, c'est-à-dire notamment la possibilité d'utiliser votre CPF avec une formation à 2950 €. Vous avez le droit à une petite réduction de 200 € si vous inscrivez avant le 30 avril. Et évidemment, le paiement peut s'échelonner en plusieurs fois, un paiement jusqu'à avril 2023. On a à cœur chez Objectif CRPE de donner sa chance à tout le monde, quelles que soient vos capacités financières. Vous pouvez remplir un dossier qu'on appelle le dossier d'égalité des chances qui vous permettra, en fonction de justificatifs, eh bien, d'obtenir des réductions qui vont de 10 à 60% du montant de la préparation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur objectifcrpe.fr pour prendre un rendez-vous et pour échanger, choisir un créneau et échanger avec un de nos conseillers qui vous parlera bien plus en détail de la préparation et de tout ce que vous pourrez rencontrer tout au long de l'année. Voilà, on va retourner à l'entraînement et on va retourner notamment aux probabilités. Avec un petit entraînement avec des jolies couleurs. Et pour ça, on va se laisser, allez, on va se laisser 8 minutes. À vous de jouer.
Effectivement, c'est fini. Alors, j'ai représenté notre jolie roue. On va peut-être regarder ensemble une seconde l'énoncé avant de se lancer dans les réponses. Alors, qu'est-ce qu'elle nous disait l'énoncé? On fait tourner la roue représentée ci-contre, formée de 7 secteurs, numérotés de 1 à 7. Et coloriés en rouge, en bleu, en orange et en vert. Chose que j'ai faite, au tableau. Vous le voyez là. Bon, je n'ai pas tout colorié, mais j'ai mis un peu de couleur. On admet que la probabilité que la roue s'arrête sur un secteur est proportionnelle à la mesure de l'angle du secteur. Et c'est bien pour ça que j'ai nommé cet exercice proportionnalité et probabilité, puisqu'on a un lien de proportionnalité entre la mesure de l'angle et la probabilité. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, hop, si je reviens là, mon premier secteur qui est en orange, vous voyez que j'ai mis des petits qu'on appelle P1, eh bien sa probabilité, ça va être le nombre de cas qui vont me permettre d'obtenir, eh bien, de tomber sur le 1, c'est-à-dire 45 degrés. J'ai 45 degrés sur la totalité. La totalité, c'est 360. Le secteur circulaire en entier, c'est 360 degrés. Alors, avec un peu de simplification, combien y a-t-il de fois 45 dans 360? Il y va 4 fois, il y va 8 fois, il y va 1/8. Ou 1/8 à connaître par cœur, 0,125 si on veut une écriture décimale. Question suivante, qui était assez redondante, c'était de calculer bien toutes les autres probabilités. Donc P2, P3, P4, P5, P6, P7, ce qu'on va faire. P2. P2, c'est dans ce sens-là, 30 degrés sur 360 degrés. Alors, on supprime et ça nous fait 1/12. Je vais éviter une écriture décimale parce que ça sera une valeur approchée. P3, 90 degrés. 90 degrés sur 360. 90 dans 360, il y va 4 fois, 1/4. P4, 60 degrés divisé par 360 degrés. Combien de fois? Il y va 6 fois. 1/6. P5. P5, on est où? On est là, c'est du 30 degrés. Je crois qu'on l'avait déjà, 30 degrés. C'est égal à P2. Et c'est du 1/12. Qu'est-ce qu'il nous reste? P6. P6, 45 degrés, c'est comme P1. Et c'est du 1/8. Et enfin, pour terminer, P7. P7, c'est 60 degrés. 60 degrés, on l'avait déjà, c'est 1/6. C'est comme P4.
c'est 1/6. Ok? Donc voilà tous les calculs de probabilité. Hein. Alors on peut tout mettre en pourcentage si vous voulez, mais attention au pourcentage parce que quand vous calculez un 12e, on va le faire tout de suite hein, si vous voulez. Quand vous calculez 1 divisé par 12, eh bien vous obtenez 0,083333333, ce qui va vous donner une valeur approchée en pourcentage de 8,3%. Mais c'est une valeur approchée. Et vous savez bien qu'en mathématiques, les valeurs exactes sont à privilégier en valeur exacte. Alors attention, là j'ai Amandine dans le chat qui demande, on demande la probabilité et non le pourcentage. Mais en fait, une probabilité, elle peut s'exprimer soit sous la forme d'un pourcentage, soit sous la forme d'une fraction irréductible, soit sous la forme d'une valeur approchée, soit sous la forme d'une valeur décimale exacte, comme 0,125. Donc c'est pas parce qu'on est en train de travailler sur les probabilités qu'on peut pas exprimer le résultat final sous la forme d'un pourcentage. Attention à ça. Donc pas confondre, ne pas confondre quoi? Ne pas confondre la forme du résultat et ce qui est demandé, c'est-à-dire une probabilité. Alors, soit à l'événement, la roue s'arrête sur un secteur rouge. Les secteurs rouges, c'était les secteurs 3 et les secteurs 7. Donc là, on était à la question 1 et 2. Question 3. Eh bien, la probabilité qu'on tombe sur du rouge, c'est égal à la probabilité qu'on tombe sur 3 ou 7. C'est donc égal à P3 un quart ou P7 un sixième. On va mettre ça au même dénominateur. Dénominateur commun 4 et 6, c'est 12. On a donc du 3 plus 2 sur 12. Ça nous donne du 5 douzième. Probabilité maintenant d'obtenir l'événement B, c'est un numéro pair. Un numéro pair. C'est la probabilité d'obtenir du coup 2 ou 4 ou 6. 2, 4, 6, oui, après on passe à 7. Alors, 2, un douzième. Un sixième. Et 6, un huitième. Alors là, le dénominateur commun de 12, de 6 et de 8, ça va être 24. Alors, 12 pour aller à 24, il m'en faut 2. 6 pour aller à 24, il m'en faut 4. Et enfin, 8 pour aller à 24, il m'en faut 3. C'est-à-dire qu'on va avoir un total de 2 et 4, 6, 9 24e. Je fais attention de ne pas sortir du tableau, ce qui me donne un total après simplification. Si je simplifie par 3, 2, 4, 6, 3, j'ai pas fait d'erreur, Non, il ne semble pas que j'ai fait d'erreur. Ça nous donne du 3 huitièmes. Voilà.
pour cette question numéro 3. Question numéro 4. Non, 3B. Alors, on a plus de chances de tomber. Pardon, excusez-moi, j'étais un peu vite. On a plus de chances de tomber sur du rouge que sur du pair. Alors là, on va faire une petite comparaison avec ce qui est comparable. Là, j'ai du 24e, donc je vais le mettre en 24e. 10 24e est effectivement plus grand que 9 24e. Donc oui, on a plus de chances de tomber sur un secteur rouge que sur un secteur contenant un nombre pair. C'est tout à fait exact. Pour la question numéro 4, on lance successivement 2 fois la roue et on calcule la somme des numéros obtenus. Calculez la probabilité PS que cette somme soit supérieure ou égale à 10. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Eh bien, on peut faire un arbre. Mais représenter un arbre, ça risque d'être compliqué. Pourquoi? Puisque il faudrait représenter un arbre à 7 branches pour le premier tirage, puis de nouveau sur chacune de ces branches, 7 branches, c'est-à-dire un total de 7 fois 7, 49 branches. Ou du coup, les choses seraient assez peu lisibles. Ce que je vous propose de faire plutôt, eh bien, c'est de se dire, en fait, quels sont les chemins, de tout de suite aller directement aux chemins qui vont me donner une somme supérieure ou égale à 10. On va travailler là-dessus et du coup de mettre de côté tous les chemins de type 1, 1, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7. Tous ces chemins-là, ils ne m'intéressent pas parce qu'ils vont me faire une somme inférieure à 10. Donc on va travailler d'une certaine manière avec un arbre, mais avec un arbre simplifié qui va nous permettre de travailler avec quelque chose de lisible. Un petit coup de propreté. On va garder nos valeurs. Et on va se demander ensemble comment on peut obtenir 10 ou plus que 10. Alors, la probabilité d'obtenir 10 ou un nombre supérieur à 10. Donc, probabilité d'obtenir, on va l'appeler N, S, une somme supérieure ou égale à 10. Eh bien, c'est égal à la probabilité d'obtenir. On peut faire quoi? On va regarder, On va commencer. Si je fais 2 avec quelque chose au plus fort, ça va être 7, ça va me donner 9, ça ne marchera pas. Donc, je peux obtenir 3 et 7. Ça va marcher. Plus la probabilité d'obtenir 7 et 3. Faut pas oublier, ça marche dans un sens, mais dans l'autre, on va faire les deux. 3 et 7. Plus la probabilité d'obtenir 4 et 6. Plus la probabilité d'obtenir 4
je suis limite, je redescends un peu, plus la probabilité d'obtenir 6 et 4. Hein. N'oubliez pas qu'il y avait la première branche, on avait un 4, et dans la deuxième branche, on avait un 6, mais aussi on a la possibilité d'avoir dans la première branche un 6, puis dans la deuxième branche un 4. Plus la probabilité, donc avec les 4 on a fait, l'obtenir un 5. Et un 5. Voilà, bon, 5 et 5, ça c'est bon. Probabilité d'obtenir un 5 et un 6. Ça ferait 11, c'est bien supérieur, égal à 10. Un 5 et un 6. Plus la probabilité d'obtenir un 6 et un 5. Plus qu'est-ce qui nous reste? On en est tous 5 et 6. 6 et 6. Plus la probabilité d'obtenir 6 et 6. Plus la probabilité d'obtenir 6 et 7. Plus la probabilité d'obtenir 7 et 6. Ok, jusque-là, vous me suivez? Alors, je vois, avant de me lancer dans les calculs, que certains me parlent de tableau. Le tableau, il est adapté, mais il est adapté, attention, dans le cas d'équiprobabilité. Et là, on n'est pas dans un cas d'équiprobabilité, hein, puisque chaque secteur a un angle différent, et chaque secteur est proportionnel à l'angle. La probabilité est proportionnelle à l'angle qui définit ce secteur. Donc attention, là, le tableau n'est pas vraiment adapté. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va calculer. C'est parti. Alors, là, j'ai mon affreux reflet. Donc, on va essayer de faire quelque chose quand même de propre. Pour que vous puissiez bien voir. Alors, cette probabilité, du coup, on y va. 3 et 7. Un quart multiplié par un sixième. Plus oui, là j'ai marqué 7 et 7, excusez-moi. Oui, bah si, il est bien 7 et 7, hein, mais en fait c'est que je voulais mettre 3 et 7, 7 et 3, mais ne pas oublier du coup 7 et 7. Hein, si je fais 7 et 7, c'est supérieur. Alors pourquoi on additionne et on multiplie pas? Si je fais un 7 et un 3, souvenez-vous, je suis en train de parcourir le chemin qui me mène à 3, puis à 7. Quand je parcours un chemin sur un arbre de probabilité, je fais des multiplications. L'un et l'autre. Je fais 3 et 7, c'est une multiplication. D'accord? J'obtiens 3 et 7, ou 7 et 3, ou 4 et 6, ou 6 et 4. Et là, le ou, on l'associe à des additions. Donc, quand on fait des probabilités, on associe
des probabilités pondérées avec des arbres pondérés. On associe le OU à l'addition et le et à la multiplication. Ensuite, 7 et 3, c'est parti mon kiki. 7 et 3, c'est 1 sixième et 1 quart. 1 sixième fois 1 quart fois 2. Hein? Pardon. Alors, vous êtes d'accord que celle-là, hein, je vais avoir 1 quart fois 1 sixième ou 1 sixième fois 1 quart. Donc, je peux peut-être me simplifier un peu la vie en multipliant par 2. D'accord? Puisque 1 quart fois 1 sixième fois 1 quart, c'est bien le même nombre. Plus P, probabilité de dire un 6 ou un 4. Le 4, il est là, 1 sixième. Le 6, il est là, 1 huitième. 1 sixième fois 1 huitième. Et encore une fois, il va apparaître deux fois, hein, 1 sixième fois 1 huitième ou 1 huitième fois 1 sixième. Donc, je multiplie par 2 pour m'économiser des calculs. 5 fois 5, pardon, 5 fois 5. 5, c'est là, c'est du 1 douzième fois 1 douzième. Plus, pile là où je voulais pas être, dans le reflet. Donc on va commencer ici. 1 douzième fois 1 douzième. Donc ça c'est 5, ça j'ai fait. Ça j'ai fait. 5 et 6, 6 et 5. 5, 1 douzième, 1 huitième. 1 douzième fois 1 huitième fois 2. C'est ces deux-là. 6 et 6. 6 et 6, il est là, c'est 1 huitième. Est-ce que je suis encore dans le reflet? Non, ça va. 1 huitième fois 1 huitième. Plus. Tac, 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 ça c'est fait. 6 septièmes, 6 et 7. 6 et 7, donc c'est 1 huitième fois 1 sixième. 1 huitième fois 1 sixième fois 2. Et enfin, 7, 1 sixième fois 1 sixième. Voilà. Bon, ben, on va avoir un joli petit calcul. Alors, on y va, on va faire des simplifications. Donc là, je vais assez rapidement. Hein. Je simplifie ce quart par 2, ça me donne un demi. Un demi fois 1 sixième, ça me fait 1 douzième. Ensuite, là, je vais simplifier par 2. Ça va me donner 1 quart. 4 fois 6, 24. 1 24e. Plus 12 fois 12. 1 144e. Plus, qu'est-ce que je vais avoir ici? Du 4 fois, si je simplifie par 2, ça me fait 4. 4 fois 12, 20, 48. 1 48e. Plus 1 huitième au carré, ça nous fait 1 64e. Plus, ici, j'ai du quart, 4 fois 6, 24, 1 24e. Et enfin, plus 1 36e. Ah, le 36e. Ah, oui, 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 oui. Là, j'étais un peu sorti. Donc là, plus 1 sixième fois 1 sixième, plus 1 36e.
Voilà, qui est à peu près oh, un sixième fois un sixième. Voilà. Alors, voilà, hein? Bah, c'est pas mal, hein? C'est pas mal fait, ça. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que j'ai de commun, là? 144, 144, là ça va être bon, ça va être bon, ça va être pas bon, ça va être bon, ça va être bon, ça va être bon. Bon, bah voilà, hein, allez, on y va. Donc sur 144, on a ici du 12. Ici, on a du 6. Ici, on a du 1. Ici, on a du 48 fois 3. Ouais. Ici, on va le garder de côté pour l'instant. Un 64e. Ah, je suis complètement en dessous. Excusez-moi. Je suis complètement en dessous. Alors. Alors, on y va. On a dit sur 144 et qu'on se gardait le 64e pour la fin. Donc on en a 12 plus 6 plus 1 plus 48, c'est du 3, plus 24, c'est du 6, et 36, c'est du 4. Ce qui va nous donner 12 et 6, 18, 28, 28, 28, 18, 28, 32. Plus un 64e. On simplifie ça. Et ça nous donne du coup par 2, ça nous donne du 16 sur 72, plus 1 sur 64, ce qui nous donne du 8 sur 36, plus 1 sur 64, ce qui nous donne du 4 sur 18, plus 1 sur 64. Voilà. Ce qui nous donne, je vais l'écrire trop bas, ce qui nous donne 2 neuvièmes plus 1 64e. Ouais, bah alors c'est un peu ma volonté de vouloir faire mon malin, hein, à vouloir tout écrire en écriture, en valeur exacte. Mais là, je vous l'accorde que vous avez le droit de prendre la calculatrice, hein, parce que surtout que les calculatrices, maintenant, elles travaillent en valeur exacte, hein.
En plus, on est d'accord qu'il manque des choses comme 4 et 7. Ah ouais, en plus, il manque des choses comme 4 et 7. Ah ouais. Ah ouais, en plus, il manque des choses comme 4 et 7. Ah ouais. Bon, bah écoutez, vous êtes bienveillant avec moi. Effectivement, il manquait 4 et 7. Vous avez raison, il manquait 4 et 7. 6 et 7, on les avait. 5 et 7. Cinq et 7, on les avait pas non plus. Voilà, tout ce qu'il nous fallait. Ouais, 7 et 5. Ouais, je sais, la honte. Je sais, trop la honte, 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 trop la honte. Alors du coup, le résultat vite fait quand même, hein, si on le fait. Le résultat vite fait. J'ai plus mes valeurs, c'est ça qui m'embête un peu. Alors on va le faire de mémoire. 3 et 7 du coup, 7 et 3, c'était du 3, c'était un quart, fois septième, ça devait faire du 1 sixième, fois 2, plus, ensuite 4 et 6. 4 et 6, ça nous fait du 1 sixième, fois 4. 4 et 6, 45e, on avait dit c'était du 1 huitième, fois 2, plus 1 douzième, fois 1 douzième, plus 5 et 6, 5 et 6, 5 et 6, 5 et 6, 1 trentième, ça fait du 1 douzième, et 6, 45e fois 1 huitième, fois 2, plus 6 et 6, 6 et 6, il est là, c'est 1 huitième, fois 1 huitième, plus 6 et 7. 6 et 7, du coup, c'est du 45, donc c'est du 1 huitième. 6 et 7 fois 1 sixième fois 2, plus 7 et 7, c'est du 1 sixième fois 1 sixième, plus 4, c'est du 1 sixième fois 1 septième, donc fois 1 sixième aussi, fois 2, plus le 5 et 7, le 5 et 7, 1 trentième, donc c'est 1 douzième, fois le 7, le 7, 1 sixième, fois 2. Voilà. Ouf.
Arrêtez avec le tableau, il n'y a pas d'équiprobabilité. Vous me rentrez ça dans une calculatrice et vous avez le résultat. Je vous donnerai le résultat à la suite de l'exercice qui, qui suit. Allez, on s'enchaîne. On enchaîne, excusez-moi pour le petit bug de correction. J'ai oublié des cas, Oui, j'ai oublié des cas, je m'en excuse. On enchaîne et on enchaîne avec de la géométrie plane, du Pythagore, de la trigonométrie, mais tout ça dans une configuration de l'espace. Eh bien, c'est à vous de jouer. Allez, je vous laisse... combien de temps je vous laisse 6 minutes. À tout de suite.
Bon, je m'excuse encore hein, pour le petit bug, j'avais oublié 4K. Et puis je me suis lancé dans des calculs de fractions un petit peu... voilà, j'étais un peu loin. J'étais un peu loin. Le résultat en tout cas qui est attendu, c'est 115 576e, comme ça s'affiche à l'écran en ce moment. Merci à la calculatrice. Voili, voilou pour la question précédente, 115 576e. On va pouvoir passer à cette question-là, et notamment cette question autour du cube. Alors, tac. Alors, on va la regarder un petit peu ensemble en amont. Hop, on considère un cube ABCDEFGH de côté 8 cm ainsi que la diagonale AG. Donc c'est une diagonale interne. On souhaite déterminer les mesures de l'angle AGE et de l'angle GAE. Dans le carré EFGH, déterminer la valeur exacte de la longueur EG, puis un arrondi au millimètre près. Alors, EFGH, EFG. EFGH. Alors, on cherche la diagonale d'un carré. On y va, c'est parti, mon kiki. Alors là, il y a deux possibilités. Il y a la possibilité courte, c'est j'ai de la culture mathématique. Et ça, le jour du CRPE, on vous l'accordera. Franchement, on vous l'accordera. C'est une réponse qui peut être accordée. C'est que, eh bien, vous connaissez le rapport qui existe entre la diagonale d'un carré et la longueur d'un carré. Vous savez qu'il existe un rapport de racine de 2 entre n'importe quel carré et entre la longueur de n'importe quel côté d'un carré et sa diagonale. Si vous avez un carré de côté 1, eh bien, sa diagonale vaut racine de 2. Si vous avez un carré de côté A, eh bien sa diagonale, elle vaut racine de 2 fois A. Et ça, le jour du concours, c'est tout à fait accepté comme faisant partie de la culture mathématique. Donc ici, on a un carré de côté 8. Eh bien, la diagonale, elle vaut 8 racines de A. 8 racines de 2, pardon. Sinon, si vous ne faites pas ça, pas de problème. On peut passer par un théorème de Pythagore. Et pour ça, du coup, on va se placer dans EFG, dans le triangle EFG. Rectangle en... Il est rectangle en quoi, mon petit triangle EFG? En F? Eh bien, d'après le théorème de Pythagore, eh bien, on peut écrire quoi? On peut écrire, eh bien, que EG au carré est égal à EF au carré plus GF au carré. C'est tout à fait possible. Et du coup, que EG
au carré est égal à 8 au carré plus 8 au carré. Et ça vaut EG au carré, 64 plus 64, c'est-à-dire 128. EG est donc égal à la racine de 128 et si vous arrêtez là, ça sera déjà très bien. Si vous simplifiez les choses, ça sera encore mieux, hein, puisque racine de 128, eh bien, la racine de 128, c'est quoi? La racine de 128, 2, il y va 64 fois, 2, il y va 32 fois, 2, il y va 16 fois, 2, il y va 8 fois, 2, il y va 4 fois, 2, il y va 2 fois, 2, il y va une fois. Vous avez 128 qui est un puissance de 2 qui est égal à 1, 2, 3, 2 puissance 7, ou autrement dit 2 puissance 6 fois 2, c'est-à-dire racine de 2 puissance 6 fois 2, et ça c'est égal à... Je suis pas dans le tableau aujourd'hui, hein. J'ai problème avec mon tableau, hein. Je suis désolé. Hein. Deux puissance 6 fois 2, c'est-à-dire à 8 racine de 2. Voilà. Alors on demandait une valeur arrondie, on va regarder ensemble ce que ça donne avec la calculatrice. Avec la calculatrice, alors 2 fois, elle est où la racine? Elle est là, racine de 2, non, pardon, 8 fois, excusez-moi, on va multiplier par 4. Hein, voilà. Et on veut avoir une valeur approchée, c'est-à-dire 11,31. Donc ça vaut environ 11,31. Voilà le résultat attendu. « 8 racines de 2 environ à 11, non, j'avais dit arrondi au millimètre près, donc on va s'arrêter là. Centimètres. 11,3 cm. Voilà. Ensuite, question numéro 2. On admet que le quadrilatère ACGE est un rectangle. Alors allons voir ce quadrilatère un petit peu ensemble. Allons voir ce quadrilatère. Alors, ACGE, il est où? Il est à l'intérieur de mon cube et il est formé par deux arêtes de mon cube, AE et CG, et deux diagonales des faces de mon cube. EG et AC sont des diagonales, donc on a bien un rectangle. Hein, effectivement, c'est bien un rectangle. J'entendais dans le chat certains dire que c'était un carré. Non, non, on a deux côtés opposés de même longueur avec au moins un angle droit, donc on est dans quelque chose qui est bien un rectangle. On va nous demander de calculer, je vais laisser ça comme ça pour l'instant, et représenter ce rectangle. On admet déterminer une valeur approchée de AGE, donc on va représenter
Tac. AEG. Voilà. Et on va repasser en plein écran. Donc on a, j'ai représenté AEG avec un angle droit au niveau de E. Ici, on sait que ça vaut 8 racines de 2, pardon. Ici, on sait que ça vaut une arête de mon cube, c'est-à-dire 8. Et on cherche l'angle qui est ici. On cherche l'angle qui est ici. On est dans un triangle rectangle. On peut faire donc de la trigonométrie. Donc, dans AEG rectangle en E, eh bien, il suffit de choisir la bonne formule trigonométrique. On a le côté opposé, on a le côté adjacent. C'est la tangente. Tangente de 8, donc tangente de AGE, qui est égal à 8 sur 8 racine de 2. On peut simplifier les 8, c'est-à-dire est égal à 1 sur racine de 2. On sort sa calculatrice. Et on va chercher tangente moins 1 ou arc tangente. Arc tangente, alors on fait bien attention de bien être, là vous voyez avec ma petite flèche, je suis bien en degrés. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais attention à bien vérifier lors de l'épreuve que vous êtes bien en degrés, que ce soit sur une Casio ou sur une TI, ça pourrait vous jouer des mauvais tours. Et on a dit qu'on avait 1 divisé par racine, il est là, racine de 2. Tac, et je ferme ma parenthèse, et je trouve 35,26. Alors on m'avait demandé une précision, il faut que j'arrête de toucher mon micro, sinon ça ne va pas aller. Au dixième près, donc 35,26, donc 35,3. Et là, j'avais oublié mon petit chapeau. Voilà qui est fait. Dernière question. Dernière question. Hop. Je vous mets le résultat. Hop. Comme ça sera mieux. Vous le verrez mieux. 35,3. Dernière question. Troisième question. On sait ici que ça vaut 35,3 degrés. On sait ici que ça vaut 90 degrés. Eh bien, on n'a plus qu'à appliquer, sachant que la somme des angles internes d'un triangle est égale à 180 degrés, eh bien on peut écrire que GAE est égal à 180 degrés moins 90 degrés. On pourrait mettre les... Hop, moins, on avait dit 35,3. Ce qui nous donne GAE
qui nous donne GAE 90. Ce qui va nous donner du 54,7. Je dis pas de bêtises. Non, je dis pas de bêtises. Oui, alors pour la trigo, des moyens mnémotechniques, je vois dans le chat. Effectivement, SOHCAHTOA, hein, SOHCAHTOA, SOHCAHTOA pour sinus, SO, donc SO, S-O-H, on n'entend pas la H, hein, SOH, KASH, TOA, hein, faudrait essayer de prononcer les H, mais SO pour sinus égale opposé sur hypoténuse, pardon. Cosinus égale à adjacent sur hypoténuse et tangente est égale à opposé sur adjacent. Voilà. Eh bien, le mot de la fin, pour vous dire que, encore une fois, je m'excuse pour cette petite somme. C'est un véritable mea culpa sur la somme supérieure à 10. Hein. C'est pas le genre d'erreur que j'ai l'habitude de faire, mais voilà. C'est mon retour et je suis pas encore au top de ma forme, chose qui sera le cas quand on se retrouvera au mois d'avril, je l'espère. Et puis de toute façon, lors de la veillée d'armes pour les Magnolia qui sont là, je vous souhaite une excellente soirée et j'espère vous retrouver très nombreux, j'allais dire l'an prochain, mais j'espère vous retrouver le moins nombreux possible l'an prochain puisque vous allez performer vos épreuves du CRPE 2022 avant de potentiellement repasser le 2023. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée. Bye bye.